Très chers amis, bonjour. C'est Maître Victor Ebenya Molongi. Coordonnateur des droits Plus Asbel. On s'est déjà habitué, hein, on se lit sur Facebook. Maintenant, veuillez nous suivre sur YouTube, dans notre chaîne Droit Plus TV, où il y a l'émission Que dit la loi, hein, Que dit la loi. Là, nous allons analyser comme d'habitude la loi sur certaines questions, notamment d'actualité. Et là, ça sera sous un angle juridique. C'est comme ça, je vous invite à vous abonner massivement. Gardons contact. Merci beaucoup, chers amis. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs des Droits Plus TV, bienvenue à votre émission Analyste juridique. Aujourd'hui, je reçois pour vous, mais aussi, comme d'habitude, très souvent dans cette émission, Maître Victor. Il est analyste juridique, il est maître avocat ici en République démocratique du Congo. Il va nous parler des sujets très importants qui défient l'actualité, ce qui concerne du côté ou encore du point de vue juridique, surtout précisément au niveau de la Chambre haute du Parlement, qu'on appelle communément les Sénats. Et il y a des affaires, il y avait des réquisitions, si on peut dire ici, ainsi par rapport aux termes juridiques. Il y a d'abord cette affaire concernant les sénateurs Lingepo, qui a été accusé par les vice-ministres du budget, beaucoup moins de diffamation, mais aussi autres infractions. Il a été demandé au bureau du Sénat de la levée de ses immunités parlementaires. Maître Victor Obena Molongi, Victor, il va nous en dire en plus par rapport à cette question, mais aussi concernant l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Qu'en est-il réellement des procédures ou de la procédure concernant la levée de ses immunités parlementaires? Vous allez tout savoir au cours de cette émission. Maître Victor, bonjour. Bonjour, chers amis, chers journalistes. Moïse, merci beaucoup pour l'invitation. Merci, Maître Victor. Nous allons commencer par l'affaire du sénateur Lingepo et les vice-ministres du budget, beaucoup moins. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Les téléspectateurs des Droits Plus Télévision peuvent savoir c'est quoi cette affaire ou encore ces réquisitions de la part des magistrats ou encore du juge par rapport au sénateur Lingepo. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup pour cette question. En fait, au niveau du Sénat, il y a eu des réquisitoires. Des réquisitoires, bon, comme vous le savez, dans le cadre de cette émission, nous faisons les analyses juridiques. Hein? On ne fait pas la politique, on est là pour des questions juridiques. Bon, en fait, il y a eu le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation qui a demandé que les immunités du sénateur le Michel Lingepo soient levées au motif que le sénateur a dénoncé les cas de malversation financière et les cas de détournement des deniers publics dans le cadre du projet SA45 territoires, surtout pour les territoires des Bongandanga dans la province de la Mongala. Et il avait dénoncé ça dans le cadre de l'exercice de ses fonctions des sénateurs. Hein. Il est parlementaire et comme vous le savez, le terme parlement ou soit parlementaire vient aussi du latin parlare, c'est-à-dire un sénateur. Donc tout parlementaire n'a que la parole comme arme, il n'a qu'à parler. Hein. Il y a même le verbe là, parlementer. Parlementer veut simplement dire discuter longuement, c'est-à-dire quand un député veut dénoncer quelque chose, il doit parler. Hein. C'est comme ça que la Constitution
et même les règlements intérieurs du Sénat, Oui. il y a la Constitution à son article 107 qui dispose ceci. Je vais vous lire les termes de cette disposition de la Constitution. Oui. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Point. Là, c'est le premier alinéa de l'article 107 de la Constitution. Il n'y a pas d'exception là-dessus. C'est-à-dire, un parlementaire, on ne peut pas le poursuivre pour des opinions ou votes qu'il le met dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Ouais. Il se peut qu'en parlant, le parlementaire peut aussi aller au-delà. Et c'est comme ça qu'il y a même le président de la Chambre, il peut lui dire de retirer ses propos. Donc c'est comme ça que ça s'est fait dans la pratique. Et il ne pas dit que quand un parlementaire, parce que c'est ça son travail, il doit contrôler l'exécutif, il doit dénoncer, il n'a pas une autre arme. Quand il voit que non, il y a soit une tentative de détournement des données publiques, il doit le dire, il doit monter au créneau. Comme on dit, il doit vraiment parler. C'est comme ça, on ne peut pas les poursuivre. Mais, curieusement, nous avons vu les réquisitoires du procureur général après la Cour de cassation qui demande la levée des immunités de ces parlementaires, de ces sénateurs, au motif que non, il a eu à dénoncer cela. Et là, nous trouvons que ce n'est pas conforme à la Constitution. Au contraire, le procureur général après la Cour de cassation, qu'est-ce qu'il devrait faire lorsqu'il a eu ces cas-là de dénonciation, il devrait peut-être ouvrir un dossier à charge de la personne qui est reprochée, comme dans le cas d'espèce, le vice-ministre des budgets. Pour vérifier les faits. Vérifier les faits, l'inviter, dire que non, bon, monsieur le vice-ministre, son excellence, venez un peu nous éclairer par rapport à ces dossiers. C'est ce qui devrait normalement se faire. Mais curieusement, on est en train de poursuivre ces sénateurs. Et bon, je sais que non, bon, les sénateurs sont aussi sages. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les sages de la République. Et je ne pense pas qu'un tel réquisitoire trouvera vraiment gain de cause. Ils vont simplement rejeter ça. Rejeter. Et pour clore peut-être ces chapitres concernant les sénateurs, Linguepo, Maître Victor, est-ce qu'il y a dans les us et coutumes, ou ce qu'on dit dans la jurisprudence, il y avait eu un tel cas au passé qu'on a poursuivi un parlementaire ou encore un sénateur plutôt par rapport à ces genres d'affaires, ou c'est la première fois? Bon, il y a eu des cas, bon, ici, présentement, je n'ai pas vraiment le nom, mais il y a eu des cas où on a eu à demander la levée des immunités de parlementaires, mais pas dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Parce que ici, c'est dans le cadre de l'exercice de ces fonctions des parlementaires, des sénateurs. Mais curieusement, on est en train de le poursuivre. Et là, je crois, si on le fait, ça sera un peu ce que nous appelons en droit une mauvaise jurisprudence. Ça sera vraiment un précédent fâché si on arrive à lever les immunités de cet élit de Zélie, parce que c'est un élit de la Mongala, de la province de la Mongala. Il ne fait que son travail, même s'il passe à la radio. Donc, on ne peut pas lever ses immunités. Donc, sur ces points-là, il n'y a pas d'exception. Donc, on peut, les immunités, c'est justement pour protéger l'indépendance du parlementaire. Parce qu'on sait que l'un parlementaire, il choque un peu, il doit parler. Un peu comme les avocats aussi. S'il faut approfondir la question, un avocat, quand il plaide, des fois, il peut même choquer la partie adverse et même le tribunal. Et on peut simplement lui demander, maître, est-ce que tu peux retirer ses propos? Alors il retire. C'est comme ça, on dit que non. Il y a aussi ce qu'on appelle les immunités de plaidoirie. Quand l'avocat plaide, on ne peut pas les poursuivre par rapport à ce qu'il dit. Alors s'il refuse peut-être
de retirer, bon là, on peut dire que non, ça sera peut-être ce qu'on appelle le délit d'audience. Délit d'audience. Par rapport à, hormis ces procédures-là du procureur général, est-ce que si la Chambre haute du Parlement refuse ou encore refusé d'élever des immunités du sénateur Linguepo, est-ce que le procureur a-t-il d'autres mécanismes qu'il peut poursuivre les sénateurs? Non, dans les cas d'espèce, non, il ne peut pas le faire parce que la Constitution et même le règlement intérieur de la Chambre haute sont clairs là-dessus, la Constitution et le règlement intérieur. Je vous ai lu l'article 107 et si vous continuez toujours à lire cet article, vous allez comprendre que non, il n'y a pas cette possibilité-là, au moins que si c'est une infraction flagrante, si c'est une infraction flagrante, on peut donner un exemple parce que les parlementaires ne sont pas au-dessus aussi de la loi. Si ils commettent par exemple une infraction flagrante, on est peut-être dans une chambre d'hôtel, on constate que voilà, il y a un parlementaire qui est en train de sortir de la chambre avec une mineure. Là, c'est la flagrance. On n'a pas besoin de recourir soit à sa chambre, à la chambre à laquelle il appartient pour demander la levée de ses immunités. Là, on peut le poursuivre directement. Non, c'est ça. Donc, à part ce qu'on appelle, ce que vous venez de dire, il n'y a pas d'autre forme de procédure pour suivre. Non, il n'y a pas une autre forme de procédure. Les flagrances, la flagrance, il n'y a pas d'autre forme. C'est-à-dire, s'il y a, par exemple, vacances parlementaires, et là, il peut s'adresser simplement au bureau. Le bureau peut l'autoriser à lever ses immunités. Mais s'il n'y a pas vacances parlementaires, s'il y a session, là, la plénière doit vraiment se réunir et décider là-dessus. D'accord. Mesdames et messieurs, nous allons mettre une pause par rapport au cas du sénateur Linguepo qui a été accusé par le vice-ministre du budget beaucoup moins par rapport à un présumé détournement dans la province de la Mongala. Cette fois-ci, nous allons entamer la deuxième réquisitoire, si on peut dire ainsi, en ce qui concerne l'ancien président de la République, Joseph Kabila, les réquisitoires adressés toujours au bureau du Sénat. Là-bas aussi, Maître Victor, d'abord du point de vue de la forme, on va commencer d'abord comme ça parce que c'est une question qui fâche, qui suscite aussi beaucoup de débats au sein de l'opinion. D'abord du point de vue de la forme, que dit la loi par rapport à un ancien président de la République si on voulait poursuivre en justice? Que dit la loi? D'abord, avant d'entrer en profondeur avec les articles du côté des lois concernant les anciens présidents ou encore la Constitution, d'abord du point de vue de la forme, que dit la loi pour le cas d'un ancien président de la République? Bon, en fait, un ancien président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Non. Un ancien président de la République, on peut le poursuivre. On peut le poursuivre. Et je commence d'abord par vous lire l'article 167 de la Constitution. L'article 167, je crois, alinéa D de la Constitution. Je vous lis cet article-là, qui donne la possibilité que non, au cas où le président de la République commet une infraction en dehors de ses fonctions, on peut le poursuivre simplement après ses fonctions, c'est-à-dire après avoir exercé ses fonctions. Je vous lis un peu cet article. On a dit, pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pendant ce temps, la prescription est suspendue. Ça veut dire quoi? Le président de la République et le Premier ministre peuvent commettre les infractions qui ne sont pas liées à leur fonction, à leur qualité de président de la République. Je vous donne un exemple. On a parlé tout à l'heure de viol. Si le président de la République aujourd'hui commet l'infraction de viol, là, ce n'est pas par rapport à ses fonctions de président de la République. Là, c'est peut-être dans sa vie privée, il va commettre les viols. Mais du fait que c'est le président de la République, on ne peut pas
le poursuit, parce que si on le poursuit dans un cadre qui n'est pas vraiment en rapport avec l'exercice de ses fonctions, là, ça risque un peu de perturber toute la République, fonctionnement de l'État. Le fonctionnement de l'État. C'est comme ça le constituant a prévu qu'on puisse poursuivre le président de la République après donc l'exercice de ses fonctions. Donc après c'est l'exercice ça. de ses fonctions. Oui. Maître, il faut éclairer aussi dans l'interne, quand vous dites les infractions commises pendant l'exercice de son mandat. Mais ici, pour le cas de Joseph Kabila, ce sont les infractions commises en dehors de l'exercice de ses mandats. Donc, après avoir épuisé son fonction ou encore ses fonctions du président de la République, que dit la loi par rapport à ça? Parce que vous venez d'évoquer des infractions commises pendant l'exercice de son mandat, mais il sera poursuivi après l'épuisement ou encore de son mandat. Mais dans le cas de Joseph Kabila, on parle des infractions qui auraient commis après ou en dehors de l'exercice de ses fonctions. Que dit la loi par rapport En fait, il faut faire la part des choses. Hein. Il y a la loi portant statut des anciens présidents, des anciens présidents de la République, qui portant statut des anciens présidents de la République. Et cette loi, en son article 8, cette loi a donné deux régimes distincts. Il y a, on a dit, pour les infractions commises pendant qu'il était président de la République, on ne peut pas les poursuivre. C'est un peu en contradiction avec la disposition que je vous ai lue tout à l'heure là, 167. 167, c'est la Constitution. Oui, de la Constitution. C'est-à-dire, après ces mandats-là, cette loi a un peu, qu'est-ce que je peux dire, prévu l'impunité. C'est-à-dire, pendant qu'il était président de la République, s'il faut approfondir un peu la question, même s'il avait commis les détournements des deniers publics, on ne peut pas les poursuivre. Donc c'est un peu ça, l'esprit de cette loi-là. Mais on a dit, pour les autres infractions commises maintenant après, en dehors de l'exercice de ces fonctions, les poursuites ne peuvent être autorisées que par les deux chambres du Parlement réunies en congrès et qui doivent voter à 2 tiers, à la majorité des 2 tiers. C'est-à-dire ils doivent maintenant se réunir, les deux chambres réunies, mais ce qu'il ne faut pas oublier, il y a un peu un problème par rapport à cette loi-là. La loi en question, s'il faut approfondir un peu la question, cette loi semble ne pas être conforme à la Constitution. Pourquoi est-ce que... Mais au cas échéant, est-ce qu'on doit suivre la Constitution ou on doit emprunter la direction sur cette loi concernant les anciens chefs de l'État? Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Je vais vous lire un peu quelques dispositions, toujours de la Constitution. On a dit, pour poursuivre un ancien président de la République, il faut saisir les deux chambres du Parlement qui doivent se réunir en congrès. Et c'est le congrès maintenant qui doit autoriser les poursuites contre un ancien chef de l'État. Maintenant, lisons l'article 119 de la Constitution. L'article 119 a donné les cas où les deux chambres doivent se réunir en congrès. Il y a d'abord la procédure de la révision constitutionnelle. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège. Troisième cas, l'audition du discours du président de la République. Et le quatrième cas, la désignation des 3 membres de la Cour constitutionnelle. Là, ce sont les 4 cas où le constituant a prévu que les deux chambres du Parlement se réunissent en congrès. Il n'y a que ces 4 cas-là. Et après avoir voté la Constitution par référendum, après avoir adopté cette Constitution et promulguée par les chefs de l'État, on arrive en 2018, on adopte une loi. Une loi
qui prévoit cette procédure-là. Que non, les deux chambres du Parlement doivent se réunir en congrès. Et puis on avait envoyé cette loi à la Cour constitutionnelle pour tester ça, pour voir si ça va de pair avec la Constitution. Et la Cour constitutionnelle avait aussi accepté. Dans l'une de nos analyses, nous avions dit que cette loi, en réalité, est inopportune. Parce qu'elle n'est même pas prévue par la Constitution. Hein, notamment plusieurs procédures qui sont prévus dans cette loi-là. Ce n'est pas prévu par la Constitution. Parce que si le Constituant lui-même avait voulu qu'il y ait une procédure spéciale par rapport à un ancien président de la République, il aurait prévu ça dans les dispositions de la Constitution. Mais il ne l'a pas prévu. Bon, on arrive en 2018, c'est une loi maintenant qui vient prévoir ça. Mais la conformité de la loi, comme je venais de le dire, est toujours envoyée à la Cour constitutionnelle. À la Cour constitutionnelle, quand la Cour constitutionnelle déjà comme ça que nous donne son aval. Nous, droit plus, c'est le travail que nous faisons. Nous dénonçons ça. Nous pensons que la procédure prévue là, par cette loi, n'est pas conforme à la Constitution. Parce que le Constituant n'avait pas prévu ça. Du moins, cette loi a déjà été promulguée par les chefs de l'État, mais il y a l'article 160 de la Constitution. L'article 160 de la Constitution donne possibilité à tout Congolais, c'est ce que nous allons d'ailleurs faire, à tout Congolais de saisir la Cour constitutionnelle pour les constitutionnalités d'un acte législatif. Dans le cas d'espèce, l'acte législatif en question, c'est la loi. La loi que nous sommes en train d'examiner ici, la loi de 2018, nous pensons que plusieurs dispositions de cette loi ne sont pas conformes à la Constitution. Parce que le Constituant, dans son esprit, quand vous lisez une loi, il y a ce qu'on appelle l'esprit des lois, la ratio legis, la raison d'être de la loi. Donc, quelle a été la raison d'être de cette loi-là? Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, là, je vais insister là-dessus, du fait que jusque-là, cette loi n'a pas été déclarée non conforme à la Constitution, on est obligé de l'appliquer, de suivre ces dispositions. Au moins, alors nous sommes devant un dilemme. Le juge puisse déclarer ça non conforme à la Constitution. D'où la procédure suivie, notamment par l'auditeur général. Là, nous allons y revenir. Je sais que non, peut-être vous avez des questions là-dessus. Oui. En ce qui concerne le réquisitoire adressé au Sénat par l'auditeur général de FRDC, il y a plusieurs problèmes là des procédures. Par rapport d'abord au réquisitoire adressé. Effectivement, les réquisitoires. Comme quoi, vous pouvez énumérer. Bon, j'en arrive. Il y a d'abord l'article 224 du règlement intérieur du Sénat. Le règlement intérieur du Sénat, et même la loi sur la procédure devant la Cour de cassation, dispose que le réquisitoire pour demander la levée des immunités des sénateurs doit être adressé au président du Sénat par le procureur général près la Cour de cassation. Donc, c'est le procureur général près la Cour de cassation qui devrait saisir le Sénat. Mais dans les cas l'auditeur général, c'est l'auditeur général, pas l'auditeur général de FRDC. Parce que là, nous sommes en droit public, on dit la compétence et l'attribution. Et surtout que dans le cas d'espèce, c'est la procédure pénale. C'est la procédure pénale. Et la loi pénale est toujours de stricte interprétation. Quand on a dit c'est le procureur général près la Cour de cassation, il n'est pas dit que vous êtes l'auditeur général de FRDC, que vous êtes aussi habilité à saisir le président du Sénat dans les cas d'espèce. Non! Parce que vous n'en avez pas la compétence. Donc il y a un problème là des défauts de qualité dans le chef de la personne qui a saisi le Sénat.
Parce que la loi n'a pas prévu que l'auditeur général puisse saisir le Sénat dans le cas d'espèce. C'est plutôt le procureur général après la Cour de cassation. Là, il y a un problème là-dessus. Vous voyez? Oui. Donc, il a plusieurs problèmes de droit là-dessus. D'où nous pensons que déjà sur le plan des formes, on devrait déclarer ça non recevable. Irrécevable pour défaut de qualité dans le chef de la personne qui a saisi le Sénat. Maître, on y va maintenant par rapport à la procédure suivie par le Sénat. Est-ce que vous pouvez confirmer aux téléspectateurs de Droit Plus Télévision que la procédure telle qu'elle a été orientée par, si je peux dire, les bureaux, encore le président du Sénat, est aussi conforme au règlement d'ordre intérieur, à l'esprit de la loi portant le statut des anciens présidents ou aussi de la Constitution, parce qu'on a statué ou on a mis en place une commission qui devrait statuer par rapport à cette affaire. Est-ce que c'est aussi prévu par la loi ou c'est une autre forme de procédure biaisée déjà qu'on a en train d'emprunter déjà? Vous savez, ça c'est le droit parlementaire. Oui. Les droits parlementaires, c'est un droit qui n'est pas vraiment maîtrisé par beaucoup de gens. Oui. Le bureau du Sénat, c'est un bureau qui est toujours caractérisé par le respect des textes de loi. Il y a l'article 224 des règlements intérieurs du Sénat qui a prévu ça. C'est-à-dire, s'il y a un réquisitoire qui demande la levée des immunités d'un sénateur, d'abord, on lit le réquisitoire à la plénière, à l'attention de tout le monde. Mais l'examen de ces réquisitoires, c'est fait à huis clos. À huis clos, ça... Chose faite d'ailleurs. Effectivement. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est ni le bureau du Sénat qui a voulu ça, ni le président du Sénat qui a voulu ça, mais c'est le règlement intérieur. L'article 224 du règlement intérieur a prévu cette procédure-là. C'est-à-dire, ils vont examiner ça à huis clos. Et après avoir examiné, ils vont constituer une chambre spéciale. Et cette chambre spéciale va s'occuper de l'examen maintenant de ces réquisitoires. Et la chambre spéciale en question va notamment inviter la personne qui est accusée, c'est-à-dire le sénateur, et aussi le procureur général près la Cour de cassation. Parce que le règlement intérieur demande à ce qu'on invite le procureur général près la Cour de cassation. Il devra venir devant cette commission spéciale pour éclairer sa lanterne et dire par exemple que non, voilà, je vous ai saisi pour ces cas, il a fait ceci, il a fait cela, il va donner tous les détails possibles. Et le concerné aussi devra comparaître devant cette commission spéciale, comme dans les cas d'espèce, il y a les sénateurs Linguepo, il y a les sénateurs à vie, Joseph Kabila, normalement. Dans les cas d'espèces comme le sénateur à vie Joseph Kabila, il est presque interdit de fouler le sol congolais, il est recherché par la justice. Comment doit-on procéder par rapport à son cas? Bon, à l'heure actuelle, on n'a pas encore levé ses immunités. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il va refuser de venir. Bon, je ne sais pas s'il y a une interdiction dans ce sens-là. Je n'ai pas suivi qu'on a interdit à l'ancien président de la République de fouler les sols de la République démocratique du Congo. En tout cas, je n'ai pas attendu soit une décision dans ce sens-là. Donc, il peut venir devant la commission spéciale mise sur place, mise par la plénière. Et la loi a donné même la possibilité qu'il soit assisté par un conseil ou des de ses collègues de son choix. Donc, il peut choisir un avocat pour l'assister devant la commission spéciale et également des de ses collègues. Donc, c'est ça la procédure qui est suivie. Et après avoir attendu les sénateurs dont la demande d'élevée des immunités est adressée par le procureur général, et après cela,
la commission spéciale va faire son rapport, va adresser son rapport, et le rapport sera déposé au bureau du Sénat, et le bureau du Sénat, après avoir reçu les rapports, va maintenant convoquer la plénière pour les votes. Pour les votes. C'est ça. D'accord. Mesdames et messieurs, je crois que vous avez suivi les explications par rapport à ces deux cas il y a les procureurs qui ont envoyé des réquisitoires au sein du bureau de la Chambre haute du Parlement, appelé communément les Sénats, ce qui concerne l'ancien président Joseph Kabila Kabange, mais aussi les sénateurs Linguepo et les vice-ministres du budget, beaucoup moins. Vous avez suivi les explications des maîtres Victor par rapport à tout ce qui se passe au niveau du Sénat. Ce n'est fini pour cette première partie de cette émission Analyse juridique sur Droit Plus TV. On se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. Très chers amis, bonjour. C'est Maître Victor Ebenya Molongi. Coordonnateur des droits plus ASBEL. On s'est déjà habitué, hein, on se lit sur Facebook. Maintenant, veuillez nous suivre sur YouTube, dans notre chaîne Droit Plus TV, où il y a l'émission Que dit la loi, hein, Que dit la loi. Là, nous allons analyser comme d'habitude la loi sur certaines questions, notamment d'actualité. Et c'est là, ça sera sous un angle juridique. C'est comme ça, je vous invite à vous abonner massivement. Gardons contact. Merci beaucoup, chers amis.